Bonjour à tous et bienvenue dans ce topo sur la psychiatrie. Je vais donc vous parler de la schizophrénie, de ses aspects cliniques et sémiologiques. Voilà donc le sommaire de ce topo. Je vais en premier lieu vous faire une petite introduction sur la pathologie. Ensuite, je vais vous parler de comment faire le diagnostic. Le diagnostic de cette pathologie étant uniquement clinique, il faudra bien comprendre les symptômes et la sémiologie. Et pour finir, on fera un petit point sur les thérapeutiques que l'on peut mettre en place. Alors, commençons par l'introduction. La schizophrénie est une pathologie fréquente et grave. Avant, on apprenait que c'était ces deux qualificatifs qui motivaient les choix des PU à choisir les items pour les mettre aux ECN. C'est quand même beaucoup moins vrai depuis l'apparition des QCM. Il n'en demeure pas moins vrai que cette pathologie est l'une des plus importantes de la spécialité en termes de questions. Effectivement, la schizophrénie fait partie du top 10 des maladies qui entraînent le plus d'invalidité selon l'OMS, et notamment chez le sujet jeune. Ça va impliquer l'importance de la psychoéducation et la nécessité d'un moindre nombre de rechutes de la maladie. En effet, plus les rechutes vont être nombreuses, plus le patient va évoluer sur un versant déficitaire, schématiquement parlant. Au niveau des mécanismes physiopathologiques, ils sont non clairement élucidés, mais ils vont être effectivement plurifactoriels, avec des interactions entre susceptibilité génétique et les facteurs environnementaux. Voilà, on va passer à quelques mots d'épidémiologie sur la schizophrénie. La prévalence est d'environ 1%, ce qui est extrêmement fréquent. Le sexe ratio est de 1, mais on peut noter quand même que l'âge de début chez les femmes est en général un peu plus tardif que chez les hommes. Concernant justement cet âge de début des symptômes, on décrit qu'il commence entre 15 et 25 ans, donc chez l'adulte jeune. Comme un bon nombre de pathologies, c'est possible que ça débute plus tôt, mais il y a aussi des formes où ça débute plus tardivement, même si c'est beaucoup moins typique. Pour finir cette diapositive, je vous ai mis deux tirets sur les facteurs de risque. En premier, les facteurs de risque génétiques, pour bien comprendre l'importance de rechercher les antécédents familiaux lors de l'interrogatoire, mais aussi les facteurs de risque environnementaux qui ont été identifiés. Je vous en ai cité deux principalement, les difficultés périnatales lors de l'accouchement, mais aussi la consommation de cannabis. On va maintenant passer au diagnostic. Alors, tout d'abord, on va commencer avec un schéma très simple pour bien comprendre le trépied diagnostic de la schizophrénie. Donc ça va se faire sur trois plans. Le syndrome positif, il faut comprendre que c'est les idées délirantes, les hallucinations, tout cet ensemble. Ensuite, je vais également parler des syndromes négatifs, dont l'ancienne appellation c'était le repli autistique. Et enfin, je vais également parler du syndrome de désorganisation, c'est-à-dire une perte de corrélation entre les idées, les sentiments que les idées génèrent, les émotions qu'elles évoquent, etc. Bref, on va évoquer tous ces points sur chacune des diapositives pour bien comprendre comment faire le diagnostic. Commençons par le syndrome positif. Le syndrome positif, c'est divisé dans votre référentiel en deux plans. Ça va être divisé en idées délirantes et hallucinations. Les idées délirantes, ça va être une altération du contenu de la pensée qui va entraîner une altération du contact avec la réalité, vécue comme une conviction inébranlable et ressentie comme une évidence interne. Je vais vous mettre la diapo juste après, quelques éléments pour décrire les délires de manière globale. Ensuite, sur un deuxième plan, il y a les hallucinations. Les hallucinations, c'est des perceptions sans objet. Dans la schizophrénie, elles vont être auditives principalement, mais possiblement sur tous les autres sens, que ce soit visuel, tactile ou synesthésique, gustative, olfactive ou intrapsychique. On va passer à une diapositive plutôt globale sur comment décrire un délire. Donc le moyen mnémotechnique que vous connaissez sûrement, c'est le mot tomate. Donc thème, organisation, mécanisme, adhésion, timie et évolution. Tout d'abord le thème. Est-ce que c'est un délire de grandeur, plutôt un délire mystique, plutôt un délire somatique, etc. Ensuite, l'organisation, c'est-à-dire est-ce que le délire est cohérent? Est-ce qu'il est concevable ou alors totalement irréaliste avec un enchaînement d'idées sans logique? On dit d'un délire qu'il est systématisé s'il est cohérent et non systématisé si c'est le cas contraire. Quels sont les mécanismes? C'est-à-dire par quels moyens là où les idées délirantes sont présentes? Est-ce que c'est plutôt des interprétations sur ce qui s'est passé? Est-ce que c'est plutôt de l'imagination? Est-ce que c'est plutôt basé sur des hallucinations? Quelle est l'adhésion de la personne au délire? C'est-à-dire quel est le degré de conviction du patient? C'est la fameuse évidence interne que j'ai citée à la diapo juste avant. Ensuite, quel va être l'état thymique du patient? Est-ce que l'état thymique va être en lien avec le délire? Ou au contraire, est-ce que la patiente ou le patient va présenter un détachement affectif par rapport à ce délire? Et pour finir, l'évolution, comment il évolue avec le temps? Est-ce qu'il est plutôt aigu et calmable après? Ou au contraire, est-ce que c'est un délire très enquisté, très chronique, qui évolue depuis des années? Alors, comme une démonstration vaut mieux que mille explications, on va faire la description d'un délire chez un patient schizophrène. On va commencer par le thème. Alors le thème, il peut être divers ou même multiple. C'est assez souvent un thème de persécution. Par exemple, mon voisin a mis une bombe chez moi, il faut que j'aille l'enlever.
Ça peut être aussi un thème de grandeur. Je suis un génie, monsieur l'externe, je suis hospitalisé pour vous aider à faire votre travail. Ça peut être aussi un thème mystique. Par exemple, un patient qui va dire Saint-Pierre me chuchote que je dois vous bénir, monsieur l'externe. Ou encore un thème somatique. Pour l'organisation du délire, il va être non systématisé, sans cohérence interne et sans grande logique. Concernant les mécanismes, ils peuvent être multiples sans distinction. Donc, ils peuvent être interprétatifs, hallucinatoires, plutôt intuitifs ou alors imaginatifs. Concernant l'adhésion d'un délire chez un patient schizophrène, en général, ça va être une adhésion totale, avec une conviction inébranlable. Concernant la thymie, elle peut être assez variable. En effet, le patient peut présenter des éléments de désorganisation qui va faire que la thymie peut ne pas du tout être corrélée avec le délire. Mais il est quand même impératif d'évaluer le risque suicidaire. Au niveau de l'évolution, en général, le délire chez le patient schizophrène est très souvent chronique, enquisté depuis des années et des années. Maintenant qu'on a bien clarifié la situation sur le syndrome positif, on va parler du syndrome négatif. Le syndrome négatif et la désorganisation, on peut les structurer via le même schéma. Donc c'est le schéma que je vous ai mis en dessous avec le cognitif, l'affectif et le comportemental. Je suis sympa, je vous ai mis un petit code couleur. Donc au niveau cognitif, je vous ai mis le gris parce que ça fait penser à la matière grise. Au niveau affectif, je vous ai mis le rouge parce que ça fait penser au cœur. Au niveau comportemental, je vous ai mis le vert parce que j'étais vert de rage de rien trouver comme couleur correspondante. Au niveau cognitif, on va retrouver une pauvreté du discours avec des réponses qui vont souvent être très courtes ou évasives. C'est pour ça que lors d'un entretien, on essaiera de poser des questions très ouvertes pour que le patient puisse répondre par autre chose que par oui ou par non. Ça va être aussi possiblement associé à une allogie, c'est-à-dire une perte de logique. Pour ça, on peut faire le test, par exemple, avec l'énigme qu'est-ce qui tombe le plus vite entre 1 kg de plume et 1 kg de plomb. Au niveau affectif, on va avoir un émoussement des affects avec une absence d'émotion sur le visage au niveau du rythme de la voix. Ça va être une hypomimie, mais aussi une voix monocorde. Il va également y avoir des pertes de plaisir, donc l'anédonie, qu'on peut également retrouver dans les syndromes dépressifs. Au niveau comportemental, on va retrouver un apragmatisme, donc une difficulté à initier des actions, une aboulie, c'est-à-dire une perte de volonté, perte de l'élan vital, ou encore un retrait social. On va maintenant passer à la désorganisation, toujours sur le même modèle que sur le syndrome négatif, donc cognitif, affectif et comportemental. Pour la désorganisation, au niveau cognitif, il va y avoir des altérations du cours de la pensée. Ça va se traduire par un discours décousu, diffluent, sans idée directrice. Il peut y avoir également des altérations de la logique, comme dans le syndrome négatif, mais aussi des altérations du langage qui peuvent se traduire par des barrages, donc c'est lorsque le patient s'arrête en plein milieu de sa phrase, ou alors par des fadings, c'est-à-dire que lorsque le patient parle normalement, et puis la voix descend de plus en plus jusqu'à s'arrêter. Concernant l'affectif, il va y avoir une ambivalence, c'est-à-dire que c'est un patient qui peut par exemple vous parler du décès de son père en souriant, ou alors en ayant un rire pas du tout adapté, ce qu'on va appeler un rire immotivé. Au niveau comportemental, il va y avoir du maniérisme gestuel, des parakinésies ou alors des stéréotypies, même possiblement des écholalies. Parlons maintenant de comment poser le diagnostic. Donc, il faudra qu'il y ait au moins deux syndromes parmi le syndrome positif, le syndrome négatif ou la désorganisation, qui soient présents dans une proportion significative de temps. C'est une phrase dans votre référentiel, page 168. Au niveau des troubles, il faut qu'il y ait une évolution depuis au moins 6 mois pour faire le diagnostic d'une schizophrénie. Si les troubles sont là depuis moins d'un mois, on va parler de troubles psychotiques brefs. Si jamais ils sont depuis 1 mois et 6 mois, on va parler de troubles schizophréniformes. Et si jamais les symptômes ont plus de 6 mois, là on pourra parler d'une schizophrénie. Il faut également qu'il y ait une présence de répercussions fonctionnelles et sociales et qu'il y ait bien sûr une absence de diagnostic différentiel. Ça implique de devoir faire le bilan de découverte d'une pathologie psychiatrique, que je vous ai déjà mis dans un ancien topo. Et pour finir, un petit mot sur les thérapeutiques. Je vous rappelle que les neuroleptiques font l'objet d'un autre topo ECNI que je vous invite à consulter. On va commencer donc par le traitement pharmacologique, qui va être principalement basé sur les antipsychotiques. Il va y avoir donc la phase aiguë et le traitement de fond. Dans la phase aiguë, en général, le patient est agité, il va falloir obtenir un effet sédatif, donc on peut utiliser un antipsychotique sédatif, donc que ce soit du loxapac, du tertian, du nosinant, ou alors on peut utiliser également des benzodiazépines qui ne sont pas des antipsychotiques. Concernant le traitement de fond, en première intention, il est indiqué d'avoir un antipsychotique de deuxième génération.
Il y a également la possibilité d'avoir une forme retard, c'est-à-dire une forme d'antipsychotique qui va agir sur le long terme et qu'on peut instaurer dès la première hospitalisation. Je me suis permis de vous le mettre, même si c'est un peu spécialisé, c'est une question qu'aiment bien les PU. Il va y avoir une indication d'électroconvulsivothérapie dans les schizophrénies qui vont être catatoniques ou résistantes. Mais bon, c'est le traitement de dernière intention. Il y a également des psychothérapies cognitivo-comportementales qui vont pouvoir améliorer le patient, mais aussi des remédiations cognitives, ça va être le rôle par exemple des hôpitaux de jour, de la psychoéducation et d'autres mesures non médicamenteuses. Et voilà, c'est fini pour ce topo sur la schizophrénie. J'espère que vous avez bien compris et que j'ai été clair. Je me permets de vous mettre mon adresse mail si jamais vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Et je vous ai mis en illustration une petite image, un exemple d'hallucination visuelle avec un délire à thématique somatique. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.